l'impact de la présence du castor sur la biodiversité. On voit ça tout de suite à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté avec vous, Vincent Dame, Jura Nature Environnement, en duo avec Damien Lerat du SNHA OFAB. Rebonjour à tous. Donc premier suivi, on est d'accord qu'on est en 2019 quand on a écrit ça. L'enjeu était à notre modeste mesure, sur des sites où on connaissait le castor depuis pas mal de temps, comment on pouvait mettre en place des premiers inventaires qui nous permettent d'évaluer l'impact du castor sur la biodiversité. Donc on n'a pas l'écosystème de tresse de la rivière Drôme, on a pris nos tout petits ruisseaux et on va vous expliquer un peu l'enchaînement un peu de nos réflexions et vous exposer en 20 minutes, là encore très court, nos premiers résultats. Mais le but maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Grosso modo, on a évoqué cet impact du castor sur la biodiversité. Il y a un petit schéma que j'avais fait pour une plaquette qui montrait grossièrement l'impact du castor et tous les micro-habitats qu'il créait ou qu'il entretenait à la faveur. Donc il manque le barrage, hein. Mais voilà, par les canaux, par les branches, les abattages, tant au niveau terrestre qu'au niveau aquatique, ça faisait des micro-habitats, les clairières à castor et même les gîtes en eux-mêmes qui peuvent être des habitats. Sachant qu'après la transformation de ripisylve un peu en futaie régulière quasi, en sous-bois dense, permettait aussi à des passereaux. Tout ça, on le sait. Et tout ça, en fait, quand on essaie de chercher les publications scientifiques, eh ben, on est d'accord qu'il faut aller les chercher alors qu'on a les phénomènes en France. Il faut chercher avec la bibliographie en Allemagne, en Scandinavie, en Suisse, en Amérique du Nord. Et en fait, on s'est rendu compte que, là c'est l'une des plaquettes suisses. J'arrête de faire de la pub pour les Suisses après, promis. Mais avec des plaquettes sur le castor, un paysagiste pour la biodiversité, qui nous évoque sur le site de Infofauna que le castor est actif, là où il est actif, la vie fleurit, avec des études allemandes. Hein, et donc je parle pas allemand, donc je suis un peu déçu. Ouais. Et quand on a fouillé il y a quelques années sur quelles publications scientifiques qui pouvaient exister en France, on a des choses qui fait penser presque aux tresses dromoises. Voilà, il y a des études qui ont été faites sur l'incidence des activités du castor sur la dynamique d'évolution morphologique des rivières au Tardiglaciaire et durant l'Holocène en France. Par contre, quelles sont les études qui ont été faites que des étangs à castor qui existent depuis 5, 10, 20 ans, quel impact sur les amphibiens et les odonates en France? Alors, à moins qu'on ait mal cherché, il n'y a rien. Il y a des entrefilets, des trucs, des propos, mais qui ne se justifient sur aucune publication française. Alors que, là, c'est un exemple en 2001, la DIREN pour la Bretagne, qui expliquait que dès 2001, en France, il serait opportun de compléter les connaissances scientifiques concernant cet impact. Et puis, voilà, il y a un gros enjeu là-bas sur la politique, les frayères à saumon et à truite, avec un volet piscicole, mais voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que même si l'administration et les services de l'État se l'ont dit, il y a peu eu d'études qui ont été faites. Donc l'idée, c'est de voir comment, à travers des premiers inventaires, on pouvait estimer ça. Le gros questionnement a été de trouver des sites pour les suivis. Alors par rapport à des barrages, parce que la bibliographie dit que l'impact est visible et évaluable beaucoup sur les barrages, notamment sur des rivières inférieures à 10 mètres de large. Par contre, les clairières à castor, les secteurs que le castor entretient régulièrement, sur la probabilité aussi que les gîtes soient des micro-habitats pour la faune, aquatique ou terrestre. Et en fait, je vous passe tous les détails, mais on a quand même passé beaucoup de mois à se dire quels seraient les milieux qui seraient les plus intéressants à évoluer sur le court terme. Et donc, on a sélectionné au moins dans un premier temps que sur les barrages. C'est très difficile de mettre des protocoles sur des clairières à castor pour voir par rapport à la vie faune, par rapport les surfaces sont trop petites. Enfin, voilà. Donc, je vous passe les détails et je vais laisser la main à Damien qui va évoquer les protocoles qu'on a fait sur 2 petits cours d'eau avec des petits barrages, mais c'est déjà beaucoup. Bonjour à tous, donc Damien Lerat de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun. Donc on est une association de protection de l'environnement sur le territoire bourguignon. Voilà, c'était juste pour remettre un petit peu de contexte.
C'est ça. Donc l'idée, je vais vous présenter un petit peu le protocole qu'on a voulu mettre en place avec Vincent, avec JNE. Donc le protocole fait suite à un sujet de stage qui a été effectué au sein de JNE pour rédiger et faire le choix des protocoles qui vont être utilisés ou pas lors des suivis du site bourguignon et du site franc-comtois. Donc l'objectif, il est vraiment d'étudier les gains écologiques des constructions de barrages à Castor sur les espèces faunistiques associées à ces habitats et à l'écosystème. Donc les protocoles, c'est des suivis annuels sur des rivières de largeur inférieure à 10 mètres. Au niveau des habitats créés par le castor. Donc dans les deux cas, c'est des barrages, donc des suivis sur plutôt les étendues d'eau qui sont créés à la suite de l'édification des barrages. Donc pour les deux suivis, on s'est basé sur deux grands types de protocoles. Donc un protocole basé sur et vraiment axé sur les amphibiens. Donc un protocole sur 3 passages pour essayer de détecter toutes les espèces d'amphibiens, les précoces et les espèces plus tardives, avec un dénombrement des adultes, des larves, etc. Et ensuite un suivi sur les odonates. Donc on s'est un peu basé sur le suivi STELI. On a essayé de l'extrapoler à ces deux sites-là, à l'utiliser plutôt sur ces deux sites-là. Donc c'est 3 passages, pareil, sur des saisons différentes pour vraiment toucher un maximum d'espèces, avec comme fil la détection des adultes et surtout la recherche d'indices d'autochtonie. Ensuite, il y a d'autres groupes d'espèces qui sont forcément notés lors de ces suivis. On va noter tout ce qui est oiseaux, mammifères, poissons, les écrevisses et les papillons de jour. On avait aussi listé des protocoles qu'on voulait utiliser dans ce suivi. Malheureusement, c'est des protocoles qu'il va falloir développer sur ces sites-là parce qu'on n'a pas eu le temps de les mettre en place. C'est des études qui prennent du temps. On n'a pas forcément tous les moyens nécessaires pour le faire. Mais voilà, c'est des protocoles qu'il faut garder en tête. Tout ce qui est pêche électrique, suivi poisson, suivi oiseau IPA, protocole ICE, protocole STERF pour les repolocères. Une caractérisation physico-chimique et les invertébrés aquatiques, ainsi que les champignons et la flore et les habitats. J'en viens au site bourguignon, donc c'est le Ternin. Donc on est au cœur du territoire bourguignon, à l'est du parc naturel régional du Morvan. Donc le Ternin prend sa source au niveau de Saulieu à peu près, et il jette dans la Roue au niveau d'Autun, et ensuite la Roue c'est un affluent direct de la Loire. On s'est plutôt concentré sur le haut du Ternin. Donc vous avez là la situation sur le haut Ternin. Donc là c'est la situation du castor. C'est une espèce qui a été détectée en 2015 à peu près. Premiers indices sur Chambaud, sur le lac du Chambaud, tout en amont. Et ensuite, on a vu l'espèce vraiment se développer et avoir un faisceau d'informations à partir vraiment de 2018. Donc, je vous ai mis les points en violet, c'est les huttes ou les terriers huttes de la zone d'étude. Et en orange, c'est la localisation des barrages qui sont quasiment encore en place pour la plupart. Voilà, donc la zone d'étude qui est plutôt restreinte, qui est à ce niveau-là. On est en contexte ruisseau, donc une rivière plutôt courante sur contexte granitique, avec un système plutôt de bocage et milieu forestier qui est un peu les alentours du Ternin. On est plutôt sur des secteurs assez artificialisés, tout de même, avec pas mal d'étangs, soit sur le cours du Ternin ou sur ses affluents. Et le gros milieu impactant aussi, c'est vraiment le lac de Chamboux qui est tout en amont de la zone d'étude. Il y a aussi, après on le voit, le Ternin est bordé régulièrement de pas mal de moulins aussi finalement, et aussi avec une pratique agricole plutôt tournée vers l'élevage, mais avec aussi de l'impact sur la piscine lié à l'élevage. Voilà, un petit peu pour le contexte.
Donc, je vous l'ai remis rapidement. Dans le site d'études, hein, la création d'une étendue d'eau en 2018. Donc, il a remis en eau à peu près 1 hectare, le castor, en contexte forestier, donc par la création d'un barrage. Donc du coup, il a colmaté en fait une brèche d'un ancien étang. C'est un barrage qui fait à peu près 5 mètres de large pour une hauteur d'1 mètre 70. Donc la parcelle mise en eau, c'est une parcelle plutôt forestière à dominance d'épicéa, mais mixte avec un petit peu d'aulne et de saule. Donc le suivi a été lancé en 2019. Juste quelques images, voilà le barrage qui a été installé, la mise en eau d'environ 1 hectare et derrière la hutte qu'il a mis en place sur l'étendue d'eau. Pour en venir au suivi, donc sur les 2 années 2019 et 2020, 41 espèces présentes, 13 espèces d'insectes, 9 espèces de donates, une dizaine d'espèces d'oiseaux, 8 espèces d'amphibiens, 5 espèces de mammifères, 4 espèces de poissons et une espèce d'écrevisse. La reproduction constatée pour les complexes de grenouilles brunes, le crapaud commun, triton palmé, triton alpestre, le lest vert, le sympétrum sanguin et l'échine bleue, donc plutôt des espèces relativement communes. En termes d'évolution du peuplement faunistique, on a une richesse spécifique qui va légèrement augmenter au cours de ces 2 années. On a quand même la présence d'espèces assez emblématiques de ces milieux, la loutre, le cincle, la truite, l'apport d'espèces patrimoniales, la rainette verte qui a fait son apparition relativement assez rapidement, et le lest vert. La présence d'un cortège d'amphibiens ordinaires, mais avec une densification des populations de palmées, d'alpestes et de grenouilles brunes, et une présence d'un cortège de donates communs, pionniers, plutôt inféodés au milieu forestier, qui a tendance à évoluer sur des cortèges de milieux plutôt stagnants et milieux ouverts. Avec toujours cette grosse influence du lac de Chambou qui est vraiment en aval immédiat de la zone d'étude. En termes de milieu forestier, voilà, on s'y attendait forcément, c'est ce qu'on voit un peu partout. Donc, ouverture drastique du milieu, tous les résineux ont disparu. Voilà, régression des aulnes et des saules et apparition de la strate herbacée et pas mal de petites poches de végétation hélophytique sur le secteur qui va favoriser un peu toute cette biodiversité. Et un constat qui est vraiment au doigt mouillé. Voilà, un éclaircissement assez flagrant de la turbidité, donc l'eau qui s'éclaircit assez nettement, en sachant que le barrage de Chambou a vraiment un effet sur l'apport de matière sur le ternain à ce niveau-là. Je vais repasser la parole à Vincent pour le site franc-comtois. Donc autre contexte, donc je vais vous parler d'un seul site, sachant que on a évoqué, vous voyez sur la cartographie des indices de présence, en jaune c'est les différents foyers de castors qu'on a identifiés, et donc on va plutôt évoquer le ruisseau de Veria à gauche, celui qui avait été l'objet de l'intervention d'hier, sachant qu'il y a un autre site, Fontaine-Noire, qui a été étudié avec la destruction du barrage, et donc la transaction pénale, l'alternative aux poursuites, pardon. Et en orange, quelques points où on a eu des suivis empiriques. Et dans le bilan, je vais les intégrer, mes analyses, je vais les intégrer après. Donc, vous connaissez la problématique du Suran depuis hier, très incisée, donc beaucoup de barrages. Le site est donc là, on n'est pas en ambiance forestière. Clairement, là, le castor se met à bouffer du prunellier, de l'aubépine, à brouter l'herbe. Voilà, et il a réussi à se maintenir depuis 10 ans en saucissonnant le ruisseau principal par des barrages, plus ou moins gros, plus ou moins temporaires, plus ou moins permanents, entretenus ou pas. Et voilà, créant un peu une dynamique, une succession végétale avec donc des milieux lentiques, milieux lotiques, une diversification du lit. Mais ça, c'est des constats empiriques visuels. Comment on pouvait l'estimer ? Le point de départ, c'est que nous, on a quand même un petit recul, quelques années d'observation précédentes. Et juste pour info, on a un odontologue qui, en allant sur ces sites-là, a dressé au moins une liste d'espèces potentiellement présentes sur le site, au niveau du capacité du milieu, etc. Et donc on est parti sur une liste d'espèces possibles. Et quand on a fait nos inventaires, on s'est rendu compte que certaines espèces très communes de sites de milieu n'est pas présentes du fait de la qualité d'eau qui était très douteuse. Voilà, mais on a quand même quelques expériences, quelques données préalables.
Intéressant aussi voir comment fonctionne dans l'espace et dans le temps. On a des tout petits barrages, une fois qu'ils ne sont pas entretenus, on voit très bien que la migration du poisson est possible, que même en période d'ailleurs d'assec, ou de baisse des eaux, il y a quand même l'endroit que le castor utilise la coulée pour contourner, qui permettait toujours d'avoir un filet d'eau. Donc pour la transparence pour les poissons, les sédiments est quand même permanente. Hein. Et la portion aval, on est sur des barrages plus conséquents, notamment le principal, qui est à la confluence des deux cours d'eau, et donc des barrages assez récents. 2018-2019 a vu l'implantation de ces 2 barrages, parce que lié tout bêtement au déplacement du gîte qui est maintenant ici, alors qu'il était auparavant plus en amont. Donc c'est ce site-là, aval, qui a fait l'objet des suivis. Avec là encore, on le suit l'été, mais en hiver, on a au niveau hydrologique des phénomènes d'épanchement sur les prairies attenantes. Voilà, donc là aussi je vous explique la médiation avec la grille. Mais voilà, les bilans, parce qu'il nous reste 5 minutes. Donc évidemment, les résultats recensés sur le ruisseau de Verga et le Suran plus globalement, c'est connu, c'est la création de milieux stagnants en contexte lotique. Voilà, ça c'est connu. Voilà, et donc grosso modo, les espèces qu'on va avoir, notamment de libellules, vont être des espèces de milieux stagnants en milieu courant. On ne va pas avoir de gain sur les espèces liées au milieu courant, mais il va recréer des milieux stagnants, et donc évidemment on a le cortège du milieu stagnant, mais en contexte de cours d'eau. Dans 2 cas, j'avais mentionné aussi hier, les barrages ont réinstallé les eaux de débordement dans le lit originel. On est dans un secteur très travaillé, et on voit l'eau s'est penchée dans des méandres qui étaient anciennement le lit initial. Parce qu'évidemment, le cours actuel, c'est dans des biefs ou ces choses qui ont été rectifiées pour des moulins ou pour drainer, pour gagner en surface agricole. Donc réactivation de la nappe, etc. La difficulté qu'on a, c'est la forte précarité de ces milieux. Donc ces barrages avec étangs à castor, liés à des facteurs climatiques. C'est ce que j'évoquais, quand la nappe s'est effondrée, on a tellement des milieux merdiques que la nappe arrive plus à alimenter. Le barrage peut faire un castor, s'il n'y a plus d'eau, il ne retient rien. Géologique, on a un contexte karstique. Le gros barrage que vous avez mentionné en aval, malheureusement, la retention en eau a provoqué au bout de quelques années, il y a une perte karstique qui fait que tout débordement maintenant part dans une perte. Est-ce qu'il faut boucher la perte? Est-ce qu'il faut la laisser comme ça? Enfin, ça pose question. Voilà, biologique, le castor quand il abandonne un barrage, évidemment ça se pointe. Ou anthropique. Donc voilà, les bovins qui peuvent piétiner, les humains aussi qui peuvent en détruire, les sangliers aussi qui peuvent tout défoncer. Voilà. Et donc on a des succès de reproduction très aléatoires, notamment la grenouille rousse qui est la première espèce cible, avec des fois des belles années de reproduction et des fois ça échoue complètement, lié à ces facteurs qu'on n'arrive pas à cadrer. Voilà. Donc grosso modo, vite fait, on est dans l'entretien permanent de milieux pionniers temporaires très précaires. Donc les espèces qu'on va trouver, c'est des espèces liées à ces milieux très précaires, des espèces pionnières. Voilà. Globalement, on a des espèces communes observées, le canard colvert avec de la reproduction. Clairement, c'est peut-être une espèce dont tout le monde se fout parce que commune, mais il n'y aurait pas les barrages de castor, on n'aurait pas la reproduction du colvert. Évidemment, héron cendré, la gagne est nulle. Grenouille verte, évidemment, milieu très douteux en qualité, donc une explosion des grenouilles vertes. Et une explosion aussi des insectes aquatiques. Et du renard qui notamment s'est reproduit dans un gîte, voilà, en utilisant la cheminée d'aération pour venir nicher dans un terrier abandonné, dans un gîte abandonné. Le suivi piscicole est très déficitaire, mais ça c'est Damien l'a dit, on n'a pas pu. On a vu apparaître le verron en plus grosse quantité, mais là aussi c'est une observation empirique. Il y a 10 ans, je ne le connaissais pas, et là on a des petits bancs qui se sont formés dans des barrages, dans des retenues de barrages. Voilà. Et on a juste là, on ne va pas l'évoquer, mais le service hydrologie de la DREAL BFC, sur un des barrages, fait un inventaire amont en aval. Donc on a toute une liste d'espèces de cortèges macro-benthiques qui nous reste à analyser en statistiques, etc. Mais on a un gros bagage. Si quelqu'un est statisticien et un peu hydrobiologue sur les bords, on est intéressé. Voilà. Et vu qu'on n'est pas dans le milieu périn, avec plein d'influences autres, pérennes, merci. Ouais, désolé, mais je suis pas de droite pourtant. Et voilà, l'influence du spécifique castor est difficile parce que d'autres perturbations, sangliers, bovins, humains, interviennent. Les bilans qu'on a donc spécifiques, voilà, c'est notamment, je vous expliquais, donc c'est des populations satellites, notamment d'agrillons délicats, d'agrillons nains, c'est une espèce patrimoniale, voire d'agrillons de mercure, mais qui sont liés à, non, c'est pas le castor et ses étangs qui ont permis à ces espèces-là de se maintenir, alors que quoi qu'on avait pour l'agrillon nain, notamment des données, alors que la donnée la plus proche est à 15-20 km, mais je pense que c'est un déficit d'observation. C'est fortement lié à la présence de populations périphériques et les étangs à castor ont permis à l'espèce de se développer, de se conforter en créant des stations satellites, mais souvent très précaires. La reproduction du sonore à ventre jaune en contexte de forte densité de loches franches et suite à la reproduction de grenouilles rousses, on a eu la rivière avec des densités de loches intéressantes,
la grenouille rousse, et le sonneur s'est reproduit dans ces étangs. Vous aviez les pontes et les têtards avec des densités de 15 loges franches au mètre carré. Donc des choses qui ne sont pas connues de la littérature, mais voilà, liées à ces milieux hybrides. On ne sait pas trop ce que c'est comme milieu, mais en tout cas, ça favorise autant la loge que le sonneur. Évidemment, on se explose aux amphibien, et donc on a des données de putois d'Europe, la cigogne noire qui est dans la littérature suisse. En piège photo, on a vu une cigogne noire, une immature en halte migratoire. Le martin pêcheur qui a augmenté sa période de présence, et la couleuvre helvétique évidemment. En zone humide périphérique, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'étang, le milieu aquatique, mais ça a créé ou augmenté la période d'inondation de ces prairies. Voilà, on a donc le milité noirâtre, c'est quelques individus, mais on sait qu'il est rare en plaine et il est présent dans ces milieux-là. Le conocéphale des roseaux, où c'est intéressant, on a une petite mégaphorbiée qui s'est implantée avec des saules. Vu que le castor va régulièrement recéper les saules, en fait, il maintient ouvert un milieu qui permet au conocéphale de se maintenir. Sinon, ce serait une soleil pure, avec une disparition de cette espèce-là. Et la bécassine des marais, mais qui rejoint le cortège de Donate. En fait, on a beaucoup d'hivernage de bécassines, donc ça augmente le nombre de sites d'hivernage et la surface de zone humide. Pour cette espèce qui est quand même assez commune sur le Suran. Et pour finir, voilà, le gîte à castor, on a du crapaud commun qui a utilisé les branchages d'un auvent en ponte pour entortiller ses pontes, et du lézard des murailles, voire même du lézard adoré qui utilise les huttes de berge en dispersion sur des sites qui potentiellement sont inondables en plus, quoi. Et là encore, voilà, les arbres morts, là, c'est le cas des champignons, il y a un inventaire de dingue à faire là-dessus. Et voilà, il y a sur Veria, le faux gombro utilise une cépée de chêne que le castor a complètement écorcé. C'est un bois mort qui domine la ripiscille, mais ça lui permet d'utiliser un perchoir pour s'alimenter. Je crois qu'on est 2 fois 30 secondes. Ouais. Donc la suite, 2 fois 30 secondes, promis. Ouais, c'est une diapo pour moi. L'idée maintenant, c'est qu'on a des petits sites qui nous montrent qu'il faut poursuivre ces inventaires. La question, c'est est-ce qu'on a des sites maintenant de plus grande ampleur, plus stables, à l'échelle nationale, et peut-être avoir un protocole commun pour suivre sur des pas de temps plus longs que nos 2 années. Voilà, ces sites-là, et c'est la réflexion de tout à l'heure, voilà, clairement. Et puis je vais te laisser... Et pour aller très vite, du coup, un nécessaire travail de prévention et de médiation. On en a parlé hier, mais c'est hyper important qu'il y ait des acteurs locaux qui s'engagent sur ces études-là et puis sur le maintien et le développement de l'espèce. Sur le site du Ternin, il y a un gros travail qui est fait par l'animateur du contrat territorial du parc naturel régional du Morvan. Et pour ça, en fait, il faut aussi des moyens financiers. C'est quand même le nerf de la guerre. Donc, et ben voilà, il faut avoir des acteurs motivés et aussi des moyens financiers. Et puis des fois on arrive à les avoir, mais il y a aussi le fait que ça devient aussi de plus en plus compliqué de déposer des dossiers. C'est complexe à monter, mais voilà, il faut garder espoir et avoir des soutiens logistiques et financiers. Merci à vous deux. Dans l'ordre que... allons-y. Bonjour, Johan Bressan donc de l'OFB. Merci pour cette présentation. Alors je te confirme, Vincent, moi non plus, je ne connais pas du public en France, en tout cas sur cette question-là, et qu'il y a vraiment un manque de connaissances là-dessus. Parce que je me posais la question là, sur les sites. Du coup, vous avez fait des suivis du coup, après l'arrivée du castor. Est-ce que vous avez des référentiels sur l'avant en fait, pour faire des comparaisons? Alors, je pense que je connais la réponse, mais et du coup, par rapport à la suite, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi sur comment mettre en place ces suivis. C'est aussi avoir des éléments de comparaison pour réussir à bien quantifier et objectiver la plus-value de l'arrivée du castor, quoi. Alors on peut l'avoir, on l'a pas d'état initial nous avant barrage sur le site du Ternin. Par contre, ce qu'on a fait cette année, en fait, le barrage a sauté en début d'année. On s'y attendait pas. C'était un barrage qu'on pensait assez stable à moyen terme, donc il a déjà sauté. Donc on a quand même fait le suivi cette année, donc on aura peut-être l'effet inverse pour l'instant pour voir un petit peu comment ça va évoluer dans ce sens-là. Donc on a fait le suivi cette année quand même là-dessus. Mais oui, c'est un gros point négatif des études biodiff qu'on a fait là. Et je l'ai appuyé aussi, les protocoles, il manque aussi pas mal de protocoles à installer, mais il faut des moyens, c'est ça.
Christophe Angst. Christophe Angst, service conseil Castor Suisse. Donc, on a le même problème avec notre projet biodiversité. L'état initial, mais on fait d'une manière, on compare avec le même cours d'eau en amont ou en aval, et puis on compare. Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Et avec ça, on a une bonne comparaison. Mais je trouve toujours dommage, chez nous, c'était la même chose. Hein. On doit prouver que les castors font la même chose en Suisse, comme en Allemagne, en Amérique du Nord, en Scandinavie, partout. Moi, je pense là, on ne peut plus avoir plus d'infos, mais un plus-value que moi, je vois, vous pouvez faire en France, c'est concernant le changement climatique, sur les cours d'eau de la Drôme, ou là où on a un étiage, plus d'eau en hiver et en été, on peut voir qu'est-ce qui amène les castors avec leur barrage, avec le retenue de l'eau en été, qui cherchent la paix dans ces étangs. Et là, je pense, pour la suite, pour l'avenir, on aurait aussi des arguments pour avoir le castor, pour que les cours d'eau sont beaucoup plus résilients au changement climatique. Mais de prouver encore que les grenouilles rousses et puis tout le monde réagit à la même façon. Mais bon, c'est quand même, dans la région, c'est bien pour les politiciens, pour qu'ils comprennent, voilà, chez nous, c'est la même chose, mais un plus-value, je verrais plutôt sur autres cours d'eau, parce que chez nous, ça va arriver la même chose, que les cours d'eau vont tomber secs en été. En fait, vous confirmez ce que disait Jean-Pierre Choisy, c'est que les décideurs politiques sont plus sensibles au réchauffement climatique qu'aux sonneurs à ventre jaune. Après, l'idée aussi de cet inventaire-là, c'est aussi de réussir à avoir des petites analyses empiriques au doigt mouillé, mais avec un minimum de protocole pour que le syndicat de rivière locale ou d'autres s'approprient l'enjeu castor et l'impact qu'il peut avoir. Parce qu'on pense que le castor jaune, s'il n'y a pas de pelleteuse, la nature ne sera pas ébrouillée. Bah si, le castor déjà peut faire son boulot. Je sais pas si 30 secondes, Jean-Pierre ou ouais. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Parce que chez nous, c'est vrai, c'est du relief, donc c'est très bien drainé, les préalpes. Et en été, on a couramment déjà, pas 2 mois sans pluie, mais 2 mois sans nuages. Alors sans pluie, je ne vous dis pas. Donc, et la grenouille rousse, elle peut être un indicateur de ça. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas les castors, il y a plein de milieux terrestres qui sont pour les adultes, il n'y a rien pour se reproduire. Donc tu trouves des lieux de ponte, de quelques pontes à quelques dizaines. C'est exceptionnel d'atteindre la centaine. Depuis qu'il y a des castors, j'ai trouvé un site avec 400 pontes, un autre avec 1200 pontes. Et pour vous montrer aussi un exemple, quand il y a une carence de réflexion stratégique, il y a un naturaliste très motivé, il n'a rien compris, c'était le mec qui fonce ici et maintenant. Oui, il passe frappe chez moi, c'est à côté de chez moi. Tu pourrais venir, on va faire un chantier pour détruire ces barrages parce qu'on a peur que l'agriculteur pas content les tue, etc. Mais ce cinglé, c'est pas comme ça, il fallait faire respecter la loi. Il y a assez de castors pour prendre le risque de perdre une famille s'il y a un conflit. L'idée, c'était, il faut permettre l'action des castors. Et bien, maintenant qu'ils ont percé ces barrages, le castor est toujours là. 90% de ponts de grenouilles rousses en moins. Mais ça, c'est tout lié, parce que ces grenouilles rousses, elles montrent ce qu'il y a en eau en plus. Toi. Pour vous, dans vos régions bien arrosées, ça se présente moins. Mais chez nous, ça fait un très bon révélateur. Donc, très clairement, les deux sujets ne s'opposent pas. La médiation est importante, être sûr que ces milieux sont stables dans le temps. Il n'y a pas que des agriculteurs d'abrutis, tu vois, il peut y avoir des naturalistes abrutis. Non, mais c'est intéressant. Il y en a. Johan Bressan, Ouais, ce sera la dernière intervention. Juste pour compléter, alors c'est plus un complément, une remarque. Pour compléter, je suis d'accord avec Christophe, c'est même des fois un peu usant de devoir répéter, refaire, montrer que chez nous c'est pareil qu'ailleurs en fait. Voilà. Et du coup, effectivement, c'est peut-être pas nécessaire de refaire à chaque fois toujours les mêmes études partout. Juste pour info, on est en train d'essayer de faire une synthèse biblio un peu complète justement de la littérature. Alors scientifique, du coup, il manque toute la littérature grise, ce qu'on appelle la littérature grise des études plus locales. Mais voilà, sur tous les effets des barrages sur les écosystèmes, globalement, justement pour identifier s'il y a des grands compartiments sur lesquels on a peu ou pas de connaissances et qui mériteraient justement peut-être d'être investigués un peu plus précisément. Donc voilà, nous c'est ce qu'on fait dans le cadre du programme sur les barrages. Et là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, il y a aussi deux échelles de travail. L'échelle locale, effectivement, pour convaincre est nécessaire. Et
ne nécessite pas forcément des suivis sur 20 ans et des études scientifiques très poussées, mais d'avoir quelques éléments assez forts et parlants, je pense que c'est nécessaire aussi. Ouais. Et dernière intervention, c'est intéressant, je pense qu'au niveau local, qu'on ait des petits sites à petite échelle comme ça, ne serait-ce que pour alimenter la bio, puis utiliser ça pour les accompagner des syndicats, des propriétaires. Au niveau, quand je disais vers un élargissement au niveau national, c'est qu'on a des sites, je pense dans l'Est lyonnais, dans Marais de Lauzon, où on parle de choses stables qui sur 10, 15, 20, 40 hectares ont recréé des zones humides. Et là c'est presque c'est impossible de ne pas se dire il faut qu'on y mette un œil dessus pour accompagner les propriétaires, les gestionnaires, mais aussi évaluer ça, parce qu'au niveau hydrologique, dans des hydrosystèmes altérés, là on ne parle pas d'un hectare max, ou moi mes petites merdouilles de quelques centaines de mètres carrés, on parle de dizaines d'hectares, et là on n'a pas le droit de ne pas les étudier. Voilà, merci. Allez, brièvement. De toute façon, ensuite c'est la pause, donc on rattrapera le temps. Une toute petite remarque sur les travaux qui ont été faits partout ailleurs en Europe, en Amérique du Nord. Il y a énormément de bonnes informations et effectivement, on ne voit pas trop le besoin de refaire des études, à part qu'en France, les gens sont assez sensibles sur le fait français d'une étude, en tout cas chez nous. Par contre, un truc... Oui, le micro... Oui, baissez le masque pour parler. Par contre, ce qui m'a beaucoup frappé dans mes recherches bibliographiques, c'est qu'on n'a pratiquement rien, sur toute l'hémisphère nord, sur les zones méridionales, en semi-aride. Il y a 3 études aux États-Unis, en Louisiane, au Nouveau-Mexique, et encore un autre État. Il y a une étude en Croatie, dans la zone de Zagreb, et c'est tout. Donc nous, avec notre projet dans le Midi, ça serait vraiment très intéressant qu'on ait des données sur comment se comporte le castor dans les zones méridionales. J'ai eu des retours de terrain de quelqu'un du Vaucluse. C'est complètement le jour et la nuit par rapport à ce qu'on voit ici, quoi. Au niveau de l'alimentation, au niveau du comportement. Les personnes justement en Louisiane et dans ces coins-là, ils parlent aussi d'une alimentation complètement différente, d'un comportement très différent. Mais comme le disait Damien Lerat, ça nécessite aussi des moyens pour faire ces études. Merci beaucoup. Merci Damien Lerat, merci Vincent Dame, merci à tous.